chère madame, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre proposition de l'interview. Je suis un peu troublée et comme ça. Et parce que je voudrais que, par exemple, le lecteur ukrainien doit la possibilité de vous voir et de vous écouter, même en ligne. Mais est-ce que c'est le premier roman traduit en ukrainien? Euh, voilà, donc je pense que cette interview ce sera très intéressant et très important pour le lecteur ukrainien. Euh, alors, je peux peut-être quelques mots de la présentation de vous, si vous voulez, comme ça pour le lecteur, parce que, alors, je vous présente, mes chers amis, je vous présente une écrivaine française qui a déjà publié 3 romans, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est L'amour seul, La blessure, le soif et Disproportion de l'homme. Voilà. Et ce roman, et aussi Madame Laurence Plasnet, est professeure de l'Université de Clermont-Auvergne, voilà, directrice du Centre international de Blaise Pascal, voilà, elle est aussi directrice de la Société des Amis de Port-Royal et spécialiste, je peux dire un grand spécialiste et popularisateur de la culture française du XVIIe siècle. C'est ça, oui. Euh, ah bon, donc merci. Et tout d'abord, pour commencer, alors j'ai ma première question. Je pense peut-être que cette question on vous posait déjà, mais dans un de vos interviews, vous avez dit que vous avez longtemps hésité d'écrire vous-même un texte littéraire, car si on lit et analyse des textes de si haute qualité, il est bien difficile d'écrire quelque chose de nouveau car il semble que tout est déjà dit. Qu'est-ce qui vous a poussé quand même à écrire votre premier roman? Alors, en réalité, j'ai toujours eu envie d'écrire depuis que j'étais toute petite fille. C'est la seule chose que je voulais vraiment faire. J'ai aussi souvent raconté dans des interviews que j'avais dicté, parce que je ne savais pas encore écrire, mon premier roman à ma grand-mère quand j'avais 5 ans. J'ai vraiment voulu faire ça toute ma vie. Et puis, en même temps, à l'école, j'étais intéressée par ce que je faisais, donc j'ai commencé à faire vraiment des études de littérature. Je suis devenue élève de l'École normale supérieure à Paris. Et c'est à ce moment-là que la spontanéité du rapport à l'écriture a diminué et où j'ai eu l'impression que par rapport à tous les grands auteurs que j'étudiais, vous avez mentionné Pascal, mais c'est Madame de Lafayette, c'est La Rochefoucauld. Je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? À quoi ça sert? Est-ce que c'est pas gâcher du papier? Donc, j'ai renoncé à écrire un jour. Je m'en souviens très bien. À l'époque, je vivais aux États-Unis. J'étais Research Fellow à Princeton University. Et un matin, j'ai décidé en 1993 d'arrêter d'écrire complètement. Voilà. Donc, j'ai arrêté pendant 10 ans. Et puis, en réalité, le désir d'écrire était si ancien, si fort, que j'y suis revenue en 2003. Donc, j'ai écrit L'amour seul en 2003-2004. Le livre était fini en 2004. Il a été pris par l'éditeur très vite, par plusieurs éditeurs d'ailleurs. Et puis, il a fallu un moment pour qu'il soit préparé et qu'il paraisse ensuite. Voilà. Mais le désir d'écriture a toujours été complètement présent. C'était un scrupule et une inquiétude sur ce que j'avais à dire. L'idée de publier, vous savez, ça se fait beaucoup aujourd'hui, de publier des petits romans circonstanciels. On fait ça un peu vite. Et puis tous les ans, vous publiez un roman plus ou moins sur l'actualité. Ça, je déteste. Vous avez mentionné mon travail pour vivre. Je suis effectivement professeure d'université et chercheur. Donc, j'aime la littérature profondément et la vraie littérature, la littérature qui dure. Les livres qui existent encore et qu'on a encore plaisir à lire
200 ans après, 300 ans, 500. Voilà, la première chose que j'ai travaillé, c'était le grec ancien. Donc, pour moi, Homère, voilà, c'est bien si vous voulez. Donc, le but, c'était enfin, comment est-ce que j'arriverais à me situer par rapport à des grands auteurs et est-ce que je me donnais une petite chance? Bon, je peux dire merci pour votre réponse parce que j'ai une phrase que je voudrais dire à la fin de notre conversation parce que moi, d'après votre interview, d'après votre vidéo, d'après votre roman, je voudrais vous remercier de votre, si on peut dire, l'audace d'écrire des idées qui ne sont pas tendances aujourd'hui, à mon avis. Et d'être, pour moi, c'est une, comment dire, je peux dire que c'est l'héroïsme pour moi, parce que tenez ces idées comme rester fidèle à les idées fortes et les idées très hautes. Voilà, je voudrais vous remercier. Peut-être je dis la même chose à la fin, mais d'après votre voilà ce que je vous avais dit. Alors, je voudrais vous remercier de cette fidélité à ces idées. Vous savez, je crois que les livres, c'est ce qui nous aide à vivre, hein. Quand on est triste, quand on est malheureux, quand on a perdu quelqu'un de cher et qu'on imagine que tout va s'arrêter, la seule chose qui nous retient, ce sont les livres. Vous voyez, il y en a, là je suis dans mon bureau, il y en a partout et vous voyez qu'un tout petit morceau. Ce sont les livres et la musique pour moi. C'est ce qui fait qu'on garde une confiance dans l'homme, même lorsque tout paraît perdu. À partir de là, on ne peut pas considérer que les livres ne sont que des petits plaisirs superficiels. Je crois qu'il faut garder, même si toute l'économie du livre nous détourne de ça, parce que c'est évident que ce n'est pas en publiant un livre tous les 5 ans que vous allez gagner votre vie, c'est très compliqué. Mais si on veut rester fidèle à ce que c'est qu'un vrai livre, je crois qu'il faut avoir ce courage, effectivement. Oui, mais je vous remercie de nous. Et d'où vient comme professeur, comme chercheur, vous travaillez avec la littérature et je peux dire la culture française du XVIIe siècle. Oui. D'où vient d'où cet intérêt pour cette époque? Pourquoi, par exemple, cette époque? C'est très difficile à dire parce que c'est très ancien. J'ai l'impression de ne pas vraiment avoir choisi, d'avoir été adolescente. Je suis née en 1968, donc j'appartiens à une génération où il n'y avait pas les jeux vidéo. On avait une existence au fond beaucoup plus simple quand je compare avec mes propres enfants lorsque j'étais adolescente ou petite fille. C'était les livres essentiellement. La musique, si on avait la chance de jouer un instrument, et puis les livres. Et dès le début, je ne peux pas expliquer comment, je crois que j'ai aimé ce siècle, probablement pour sa maîtrise, sa tenue, la beauté de la langue française. Aujourd'hui, je suis plus âgée. Ce qui m'intéresse dans le XVIIe siècle, c'est qu'au fond, c'est la période qui forme notre modernité. C'est le moment où le monde qui précède celui des grandes découvertes, c'est-à-dire la découverte de l'Amérique, le moment où toute l'Europe a conscience qu'il existe un nouveau continent, la découverte de l'héliocentrisme, la révolution donc de la science moderne, toutes ces découvertes ont été faites un peu avant, mais elles sont assimilées au XVIIe siècle. Et c'est le XVIIe siècle qui forge notre modernité européenne. Donc, je trouve ça passionnant parce qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'on est dans un monde dont tous les paramètres sont bousculés, où des pays qui n'avaient évidemment pas d'influence au XVIIe siècle en ont une majeure. Et je crois que si on veut comprendre ce qui se passe en Europe aujourd'hui, c'est très précieux de savoir comment on est né, comment on s'est forgé, qu'est-ce que c'était que la conscience d'un Européen, pour autant que ça existe, hein, au XVIIe siècle. Donc voilà, pour moi, c'est un paradigme scientifique, herméneutique absolument fondamental. Et puis, c'était la langue, c'était l'art que je trouvais particulièrement beau. Mais au début, j'ai fait une thèse de doctorat de littérature comparée sur la littérature grecque ancienne.
la France et l'Angleterre au XVIe et au XVIIe siècle. Donc, j'ai quand même un nombre d'intérêts très vaste. Hein. Voilà, je travaille encore beaucoup sur les littératures antiques, les relations entre latin, grec, France, Angleterre, XVIe, XVIIe, et puis aussi sur un certain nombre d'auteurs contemporains français pour lesquels j'ai de l'admiration, comme Pascal Quignard, Pierre Michon, Richard Millet. Voilà. Non, Jean-Philippe Toussaint, ça dépend. Ils commencent à être reconnus. Si, ils sont quand même très reconnus en France maintenant. Mais ce sont des écrivains pour qui le souci de la langue et de l'esthétique est absolument primordial. La communauté d'inspiration et l'amitié entre nous, elle est là. Donc, la question sur le style, c'est pas c'est le question obligatoire pour vous. Voilà. Est-ce que, à mon avis, votre style est très, très proche de cette langue du XVIIe siècle? Laconique, fine, à mon avis, très. Vous dites des choses très strictes, mais comment dire? Mais il y a, d'après ces choses, il y a beaucoup d'autres plans. Il y a beaucoup des idées. Je pense que c'est le style du XVIIe siècle. Est-ce que vous avez fait ça, vous avez le fait exprès ou bien maintenant c'est votre style, c'est votre manière à écrire? Je pense que c'est vraiment ma manière d'écrire. Parce qu'en fait, c'est, comment dire, peut-être aussi, ça vient du XVIIe, mais peut-être aussi beaucoup du fait que j'ai fait beaucoup de latin et de grec jeune. Il y a un usage, par exemple, des complétives, des conjonctions, qui doit aussi beaucoup à ça. Après, je pense que ce que j'aime dans le XVIIe, mais aussi les auteurs latins ou grecs que j'aime le plus, par exemple Tacite en latin, j'aime quand les choses sont épurées. Très souvent, je prends une métaphore qui est une métaphore de la cuisine. Je suis maman, j'ai des enfants, donc je fais la cuisine tous les jours. Je dis ce qui est bien dans la littérature, c'est quand on enlève le gras. Vous voyez, la sauce, toutes les sauces qui font que la viande, elle n'est pas très bonne. En fait, vous avez un peu raté, mais vous mettez du sel, du poivre, de la sauce, du liant, et puis on ne voit pas. Donc, pour moi, l'idéal, c'est quand on enlève tout ce qui est l'assaisonnement inutile, ce qui cache, et qu'on arrive vraiment à ce qui est essentiel. Quand on arrive à être très précis sur une idée, quand au fond, on n'a plus rien à retirer. J'aime bien cette idée qu'il reste ce qui est fondamental et qu'à la limite, on donne au lecteur l'occasion lui-même d'achever, d'imaginer, d'aller au-delà. Vous voyez, vous disiez, il y a plein de choses en dessous, mais au fond, la litote, c'est peut-être aussi l'art de la suggestion. Et c'est une manière de s'adresser à son lecteur. Au-delà de ce que j'aime, il y a aussi ce que j'aime pas, vous voyez. Ce que j'aime pas du tout, de moins en moins, c'est le roman réaliste avec plein de détails où on vous décrit tout et on n'a rien à imaginer. En fait, je dois avoir un problème dans ma tête parce que si je lis une description de Balzac, souvent, je n'arrive même pas à voir ce qu'il représente. C'est trop. Pour moi. Voilà, j'ai compris. Parce que ce style, c'est le style, je pense, dont vous parlez, c'est le style qui respecte beaucoup son lecteur. C'est quand l'auteur, l'autrice respecte son lecteur et il a voilà, du courage de dire comme ça, de dire par litote. Bon. Oui, je pense que c'est un dialogue avec le lecteur, c'est une façon de le solliciter. Je crois aussi que c'est une espèce de parcimonie, d'économie que j'aime bien. Vous voyez, il y a une espèce parfois presque de pauvreté qui est quelque chose qui n'est pas forcément spontané. C'est en réécrivant qu'on supprime un tas de choses. Alors, les romans suivants sont... L'amour seul, c'était mon premier roman. Les romans d'après sont peut-être plus enfin, il y a peut-être plus de poésie, plus de lyrisme qui est autorisé. J'ai pris plus de confiance en moi aussi, donc je penche un peu vers ce lyrisme davantage.
Voilà. Alors, Mais avec quand même le goût des phrases brèves, des choses très, très fines. merci. Alors, nous revenons au roman. Voilà. Ce roman raconte une histoire d'amour d'une jeune fille de 15 ans, Louise Catherine Delbrecht, voilà, pour son professeur plus âgé. Pourquoi avez-vous choisi une si jeune fille comme protagoniste? Parce que le roman se passe au début du XVIIe siècle, c'est complètement normal. Ah, Une jeune fille, une jeune fille aristocratique comme l'héroïne du roman, est généralement mariée entre 15 et 17 ans. Si on attend davantage, elle apparaît comme vieille. Donc déjà, c'était une espèce de condition nécessaire. Et mhm. puis aussi parce que le sujet n'était peut-être pas aussi sensible qu'il l'est aujourd'hui. Le roman est paru en France en 2005, donc c'est déjà, ça fait plusieurs années, et on n'avait pas tous ces débats sur les harcèlements des jeunes filles, MeToo et tout ça. Je crois qu'en fait, on était plus libéral, et je crois, je suis persuadée que à 15 ans, les jeunes filles aiment. Et souvent, elles aiment pour la première fois avec un sentiment de l'absolu, de l'entièreté, qu'une femme plus âgée n'a pas parce qu'elle a plus d'expérience, elle peut comparer, elle est plus modérée. Donc, je crois aussi que j'ai choisi pour des raisons historiques, de vraisemblance, hein, mais simplement parce que je voulais raconter l'histoire de quelqu'un d'extrêmement pur qui aime de manière absolue. Et je crois que ça n'aurait pas été vraisemblable de la même manière en évoquant quelqu'un de 20 ans. Et voilà, merci, mais voilà, c'était ma question euh, euh, concerne cet amour, euh, ce sujet de la quête de l'amour éternel ou absolu. Voilà, j'ai lu le livre d'un spécialiste en culturologie suisse, Denis de Rougemont, peut-être L'amour et l'Occident. Il dit que cette quête de l'amour absolu, c'est le mythe européen de l'amour qui s'est formé à l'époque des troubadours. Et est-ce que vous pensez que ce mythe existe aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire qu'il influence les jeunes? Parce que dans votre livre, c'est voilà, c'est la quête, à mon avis, c'est la quête de l'amour éternel ou absolu. Je crois que le vrai amour, il est entier, il est absolu, il est unique, on le donne une seule fois. Je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit interchangeable. On peut probablement pas avoir plusieurs très grands amours dans sa vie. En tout cas, aussi entier que celui du personnage. Je pense pour être professeur, pour avoir des enfants, pour travailler avec des jeunes gens, que le grand amour, les jeunes gens en rêvent encore, hein, mais qu'on est dans une société où on refuse la mort, on refuse beaucoup l'absolu, on refuse beaucoup la gravité, on veut une jouissance, hein, des plaisirs. Il faut, vous savez, être positif. Donc, tous les discours un peu entiers qui aboutissent finalement à des choix de vie qui peuvent être austères ou euh, avoir des conséquences graves sont des choses dont on nous détourne très souvent. Et c'est peut-être le côté anachronique de ce livre. C'est qu'aujourd'hui, si une jeune fille a un grand chagrin d'amour, on va lui proposer de prendre un antidépresseur, de pleurer et puis d'aller en vacances et d'oublier. Or, mes personnages ne veulent pas oublier, ils ignorent les antidépresseurs, hein, et ils préfèrent être malheureux mais fidèles. Bon, vous savez, l'histoire aussi, la jeune fille est très jeune et son amant est plus âgé parce que c'est une vieille relation, la relation du maître et disciple. Aujourd'hui, on a décidé que c'était horrible, mais c'est quand même une des plus belles relations qui existent aussi. Quelqu'un qui vous donne le savoir, on entretient avec lui presque obligatoirement des rapports, des sentiments. Je ne parle pas de la chair, hein, mais des sentiments qui sont ambivalents. Bien sûr qu'on aime éperdument quelqu'un qui vous ouvre l'univers des idées. Je pense que c'est une expérience que la plupart des gens ont faite. Hein, bon. Et en plus, le modèle pour moi, c'était l'histoire d'Héloïse et Abélard.
hein, vous savez, ces amants mythiques. Et quand justement je me suis dit, bon, alors d'accord, je m'autorise à écrire, j'ai trop envie, je vais faire quelque chose. J'ai pensé que le mieux, c'était de prendre une histoire qui soit presque un archétype. Euh, vous voyez, une histoire, vous parliez de mythe et vous aviez tout à fait raison, c'est-à-dire une histoire qui soit très épurée, avec un schéma très simple, hein, et que l'intérêt, ce serait la variation que je pourrais apporter, la manière de la traiter, la façon d'envisager les personnages. Mais je pense qu'il n'y a pas des millions et des millions d'histoires passionnantes, hein. Il y a comme ça, puis il y a des personnalités. Enfin, c'est vrai que le thème de l'amour absolu revient dans tous mes romans, que c'est quelque chose qui intéresse tous les auteurs du XVIIe siècle sur lesquels je travaille. Pascal, Racine, Madame de Lafayette, La Rochefoucauld, enfin voilà. Et le grand procès du XVIIe siècle dont Rougemont ne parle pas tellement, c'est qu'en fait, à l'origine, le véritable amour, l'amour passionnel, c'est l'amour de Dieu. Le mot en latin qu'on emploie, c'est amor, pour l'amour de Dieu. Et à partir de la Renaissance et de la traduction de Platon en Italie, notamment la traduction et commentaire du banquet par Marcille Ficino, on commence à se dire, mais après tout, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un amour passionné, entier, absolu de la créature pour la créature qui serait bon et pas nécessairement interdit ou tabou? Alors en fait, on revient aussi à cette idée de l'amour courtois, hein, qu'évoque Rougemont, mais qui, justement, l'amour courtois, c'est un amour qui est presque platonicien, qui est parfait, éducateur, mais qui n'a pas de possibilité de réalisation concrète, c'est-à-dire qu'il est forcément platonique, il n'y a pas d'union charnelle entre les amants. Et ce qui change à partir de la fin de la Renaissance, c'est que tout le monde commence à se demander est-ce qu'il serait possible qu'il existe un amour pur, sincère, absolu entre deux personnes humaines. Et c'est un très très long procès qui se poursuit jusqu'au 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle. Non, bon, merci. Est-ce que, alors je voudrais aussi vous faire poser la question sur la solitude et voilà les solitaires, parce que j'ai entendu votre conférence sur la solitude et les solitaires et voilà, il est connu qu'au XVIIe siècle, l'époque de la centralisation du pouvoir et la formation de l'absolutisme, beaucoup de gens nobles avaient ce désir de tout abandonner et devenir solitaires. Et cette notion de la solitude absolue est omniprésente dans votre roman. Considérez-vous la solitude comme un trait essentiel et indispensable de la nature humaine? Pour tout le monde, peut-être pas, pour moi, oui. Voilà, je demande votre avis. Oui. J'ai toujours été fascinée. Je pense que j'ai une expérience ancienne de la solitude parce que quand on est... j'étais vraiment une petite fille qui lisait tout le temps dans une famille où ma mère n'a pas eu son baccalauréat. Personne n'avait jamais fait d'études de littérature, donc on me disait, allez, va au jardin, va jouer avec tes cousins, ta sœur, hein, va t'amuser. Et moi, la seule chose que je voulais, c'était être toute seule avec un livre. Donc je crois que j'ai très vite, en plus j'étais en avance à l'école, donc j'ai très vite certainement eu le sentiment d'être un peu bizarre, un peu toute seule. Et ça a nourri mon intérêt pour la solitude, c'est évident. Puis je trouve qu'il y a j'ai un peu de mal avec les... J'ai beaucoup d'amis, hein, je suis quelqu'un d'assez sociable, il ne faut pas m'imaginer comme un loup. Mais malgré tout, il y a un moment où j'en ai assez. J'aime pas toujours, enfin, j'aime pas beaucoup la petite conversation, le bavardage. J'ai un peu de mal avec tout ça. Donc, j'ai besoin de solitude pour lire, pour réfléchir, pour travailler. Et je trouvais aussi que ce mouvement par lequel on sort des autres, hein, c'est quelque chose d'assez fascinant, enfin très beau, qui me rend perplexe, hein. C'est pas ma vie de tous les jours, clairement, mais ça existe dès l'Antiquité. Vous savez, les premiers grands solitaires sont les anachorètes, hein, qui partent dans le désert, hein. À la limite, enfin, c'est vraiment une fascination pour moi, oui. Donc, je crois qu'il y a une part de choses qui sont incommunicables, hein.
on peut peut-être jamais vraiment se dire à l'autre, en partie d'ailleurs par pudeur, par politesse, hein. Vous savez, ce sont des notions très fortes quand on aime le XVIIe siècle. On ne s'impose pas à autrui, on ne se raconte pas. Moi, je suis absolument ébahie quand je vois les plus jeunes qui sont tout le temps sur Internet, qui sur les réseaux sociaux racontent tout leur chagrin d'amour, leurs histoires, leur vie personnelle. C'est très étrange quand même. J'aime bien le secret, ce qui fait aussi que si on se lie avec quelqu'un et qu'on abandonne un peu le secret, qu'on renonce à son secret, c'est précieux, ça a un sens. Je crois que dans l'amour aussi, ce qu'on désire, c'est un échange qui soit absolument unique et exceptionnel avec quelqu'un. Et ça, pour qu'il y ait un échange unique et exceptionnel, il faut que ça soit réservé, qu'on ne le donne pas à tout le monde. Bon, merci. Euh, euh, dans ce livre, L'amour seul, il y a aussi beaucoup de la nature. C'est pour montrer ou bien manifester ce paysage et il manifeste les sentiments de personnages ou bien il entoure ces personnages. Je ne me suis jamais posé la question. Je crois que la nature est très présente parce qu'en fait, je suis née à Paris. J'appartiens à une vieille famille de Parisiens depuis très très longtemps, depuis le XVIe siècle. Donc moi, j'ai toujours grandi dans une ville, j'ai étudié dans des villes, mais j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui avaient toujours des maisons à la campagne, qui avaient gardé leurs racines avec les villages où ils avaient pu être élevés parfois. Et c'est quelque chose dont j'ai besoin. Très vite, je supporte plus d'être enfermée dans la ville. Donc, je crois qu'avant que la nature serve à dire quelque chose sur les personnages, sa représentation participe de la quête de la vérité des, des protagonistes, vous voyez. Je crois qu'ils ne seraient pas tout à fait eux-mêmes s'ils vivaient seulement dans un monde urbain. Ok, merci. Et vous parlez aussi beaucoup de la musique qui vous attire, que vous aimez. Est-ce que vous pouvez dire quelle qualité de la musique, quel compositeur peut-être vous attire le plus? Alors, c'est très difficile parce que je suis vraiment omnivore en matière de musique. J'ai commencé à aimer la musique très, très jeune. Donc, mes préférences enfin, ça va vraiment, vous voyez, depuis la reconstitution de musique de la Bible ou de l'Antiquité, par le Moyen Âge, la musique de la Renaissance, du XVIIe siècle, évidemment Bach par-dessus tout, la musique du XIXe et la création contemporaine. Beaucoup de créations contemporaines, de musique contemporaine m'intéressent aujourd'hui. Au fond, les seules choses que j'écoute pas beaucoup, ou comme ça avec ma fille, mais qui me passionnent pas forcément, c'est le pop, la pop, vous voyez, la musique que tous les jeunes écoutent. Voilà. Quand c'est trop, comment, des schémas auditifs très simples. J'aime bien que la musique raconte ou suggère quelque chose. Donc, ce que j'aime, c'est vraiment la musique qu'on appelle classique et qui n'est pas forcément classique, enfin, qui est, disons, une musique plus, plus recherchée, plus ambitieuse. Voilà. Et là, vraiment, c'est absolument tout. J'écoute toujours de la musique en écrivant. J'ai besoin de musique au début. Je pense même que la musique est ce qui me permet, vous voyez, de sortir du monde quotidien, banal, domestique, d'oublier mes étudiants, les devoirs, les cours à préparer, pour glisser vers le monde de la littérature et de la fiction. Donc, c'est vraiment mon allié absolu. Et souvent, je vais écouter de la musique en fonction un peu de ce que je veux écrire. Je sais bien que je vais avoir envie d'écrire, enfin, que j'ai envie ou que j'ai besoin d'écrire tel chapitre, telle scène. Et pour moi, il est associé à des musiques particulières. Vous ne donnez pas, il y a des œuvres, des romanistes qui donnent le liste de, par exemple, de la musique qu'il faut écouter pour comprendre, voilà, le roman. Et vous ne donnez jamais. Rarement, parce que je pense que c'est quand même quelque chose de très personnel. Je l'ai fait un peu plus pour le deuxième roman.
pour la blessure et la soif. J'ai indiqué davantage, notamment parce que c'est aussi un roman qui, alors très clairement, hein, cette fois-ci, qui se passe au XVIIe siècle. Hein, et en fait, j'écoutais de la musique contemporaine et notamment une pièce de Morton Feldman qui s'appelle Rothko Chapelle. Et souvent, j'explique aux lecteurs qu'il ne faut pas imaginer une espèce d'univers redondant, tautologique du XVIIe siècle, hein, mais au contraire, que je peux écrire sur le XVIIe en écoutant de la musique qui a été composée il y a 40 ans. Voilà, donc je donne des petites informations comme ça. Il y a eu des émissions de radio aussi où j'avais partagé certaines pièces de Couperin, par exemple, que j'écoutais aussi en même temps. Mais je crois qu'on peut lire le livre sans la musique. Cet été, il se trouve que à partir de mon deuxième roman, une très grande actrice française qui s'appelle Fanny Ardant, que vous connaissez probablement, m'a écrit cet hiver et m'a demandé de lui préparer un texte à partir de ce roman parce qu'elle voulait le dire à la scène. Et en fait, j'ai écrit une pièce de théâtre. Alors, il y a deux versions. Il y a une version pour une voix qu'elle a créée cet été et où on joue avec de la musique. Alors là, il y a vraiment une fusion de la musique et de l'écriture, puisque c'est joué à la scène avec un organiste qui a un instrument très particulier et qui fait qui joue en même temps. Mais comment est-ce que vous choisissez la musique donc, qu'est-ce que vous dites, par exemple? Vous voyez le texte et voilà, c'est cette musique qu'il faut. Alors là, c'était vraiment très intéressant parce que je travaillais avec un musicien et qui est capable de faire de la composition et même particulièrement de l'improvisation, puisque c'est un organiste et que c'est une des grandes traditions des organistes. Donc, on s'est retrouvés dans l'église dont il est titulaire de l'orgue. Et moi, je suis venue avec le texte de la pièce. J'étais aussi avec Fanny Ardant. D'abord, j'avais travaillé moi et le musicien, et puis après avec Fanny Ardant, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé à trois. Et là, moi, je disais, voilà, à cet endroit-là, pour le début, j'imagine une musique comme ça, et parfois en disant, je pense à tel morceau d'Arvo Pärt, par exemple, qui me plaît beaucoup, ou à telle pièce de Handel. Alors, on réfléchissait avec l'organiste, il voyait ce qui m'intéressait dans la musique, dans la pièce que j'avais désignée, et il a créé, lui, des musiques à partir des indications que je lui donnais. Ou dans des passages, il y a des moments où il joue de la musique et la comédienne ne dit pas le texte. Ce sont des pauses vraiment de musique. Et puis, il y a beaucoup de moments, en fait, où on a choisi avec Fanny Ardant que la musique accompagne la voix, comme au cinéma, vous savez, vous avez la musique off. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est souvent très, très beau. Et dans ces cas-là, on a vraiment composé la musique pour qu'elle soit en parfaite adéquation avec le texte. C'est un peu comme dans la grande couture, quand un couturier, vous savez, fait essayer la robe au mannequin et coud la manche, les dernières choses sur le corps du mannequin. Donc là, on a fait ça et c'était une expérience merveilleuse parce que Fanny Ardant a une voix superbe, très riche, très profonde. Donc j'ai vraiment pu écrire un texte en sachant qui allait le dire. Et on a travaillé, fait les répétitions ensemble et avec le musicien. Donc là, c'est un exemple absolu de fusion. Mais pour revenir à l'amour seul, je crois qu'on peut lire le texte tout seul. C'est peut-être celui, en fait, où la musique est la moins présente en un sens. Voilà. Elle est présente dans le texte, mais le personnage y fait allusion parce qu'elle vit avec cette musique. Pour moi, la musique, c'est comme la littérature, c'est deux arts de la voix absolument essentiels, mais peut-être qu'elle joue quand même un rôle un tout petit peu moins important et dans l'écriture pour moi et dans l'histoire que dans les romans suivants. Alors, merci. C'est très, très jolie histoire. C'est quelque chose d'exceptionnel, qu'est-ce que vous avez dit comme ça, parce que on dit maintenant qu'il y a voilà cette intermédiation, voilà cette tendance, la tendance dans la culture, et on fait des choses comme ça, une voix féminine, la musique et le mot qui parle. Voilà, c'est très joli. Je pense,
Euh, alors, enfin, ce que je voudrais vous demander, c'est, en fin de fin, est-ce que vous pouvez dire le message, on peut dire message principal de, de votre roman L'amour seul? Voilà. Ou bien, qu'est-ce que vous pouvez dire pour le lecteur, par exemple, ukrainien, pourquoi lire cette histoire d'un côté ordinaire, parce que c'est une histoire d'amour, tout simplement, simple, mais aussi extraordinaire, parce qu'il voilà, dit hum, sous forme de l'amour profane, raconte une histoire euh, d'âme, d'une fille, ensuite d'une femme, une histoire de la vie, une histoire intérieure, une histoire extérieure qui commence par la mort, qui se termine par la mort. Pourquoi? Qu'est-ce que ce roman peut euh, dire aux lecteurs contemporains? Vous savez, je crois que même si on est contemporain, même si on est à l'ère d'Internet et on fait les entretiens sur Zoom, les choses profondes, les grandes questions sont toujours les mêmes. Le monde entier s'est arrêté de vivre pendant 18 mois à cause du Covid-19 et par crainte de la mort. Et on s'est aperçu que nos sociétés tellement modernes, technologiques, pouvaient être en fait totalement dépassées par un virus. Et oui, on a toutes les techniques, mais parfois elles sont incapables de répondre malgré tout à des défis. Les hôpitaux sont très perfectionnés, mais on n'a pas assez de médecins, pas assez d'infirmiers. Et il a fallu arrêter le monde entier. Moi, j'étais universitaire, j'avais l'habitude de voyager tout le temps, d'aller dans des tas de pays. Et je pense que sans la Covid-19, je serais peut-être avec vous à Kiev aujourd'hui. Euh, et on s'est aperçu que tout était arrêté et on a vu l'extraordinaire angoisse des gens face à la mort, l'envie de vivre. Tout d'un coup, on parlait de solitude, ils ont été enfermés chez eux. Pour beaucoup, c'était horrible. Euh, Moi, j'ai pas vraiment vu la différence. En fait, j'étais à la maison avec mes livres et j'ai continué à travailler tous les jours. Encore plus, d'ailleurs, je me suis mise à faire des nuits blanches même pour travailler encore plus. Euh, donc, je crois qu'en fait, l'être humain, les choses essentielles qu'il demande, c'est un peu à boire et à manger, et puis de l'amour, et il se demande ce qu'il fait sur Terre et comment on peut utiliser sa vie mieux. Je crois que ce dont on a peur, c'est d'arriver au moment où on va mourir et de se dire j'ai perdu le temps que j'ai passé sur Terre. Euh, le grand changement peut-être de notre modernité, c'est que dans les siècles anciens, presque tout le monde était croyant. Donc, pensait que la vie terrestre, c'était pas très important, c'était quelques années, et puis après, il y avait la vie éternelle, et que ce qui était important, c'était la vie éternelle. Donc, peut-être qu'on avait une vision plus relative de notre vie terrestre, de la seule qu'on connaisse avec certitude. Aujourd'hui, il y a une déchristianisation et une laïcisation extrêmement importante, et ça donne beaucoup plus de prix au temps qu'on passe en vie sur Terre. Donc, la question de savoir ce qu'on fait de nos existences, si on l'a bien ou mal utilisé, est absolument essentielle pour tout le monde. Donc, je crois que après qu'on soit à Paris, à Athènes, à Londres, à Kiev, peu importe, on se pose tous les mêmes questions. Ce qui est intéressant, c'est parce qu'on n'a pas exactement la même culture. Alors, si je lis un livre d'un auteur ukrainien, il va peut-être aborder ces questions qui me passionnent avec un prisme un peu particulier et ça va être intéressant pour cette raison-là. Donc, je pense que ce qui est bien, c'est quand il y a une matière qui est commune à tout le monde, mais qu'on peut la voir de manière un peu décalée, vous voyez, avec des lunettes qui ne sont pas celles qu'on porte tous les jours. Alors, ça renouvelle l'intérêt qu'on a pour ces questions-là. Tandis que si on me raconte une histoire très particulière, souvent, après, ça m'apporte quoi à moi? Vous savez, c'est une expérience qu'on fait beaucoup, me semble-t-il, avec le cinéma américain. Hollywood a envahi les écrans, il y a très peu de productions nationales aujourd'hui. Encore la France a relativement un cinéma français,
Mais les films qui sont montrés partout dans toutes les villes, et à la limite, plus vous habitez une petite ville de province, plus les seuls films qu'il y a, c'est juste les gros blockbusters américains. Et on va vous raconter comme ça des histoires qui sont typiquement américaines parce que la culture, la manière de vivre, les mœurs, par exemple, la façon de faire ou de ne pas faire des études, d'aller à l'hôpital, les relations entre les sexes, hein, la question de la sexualité, de la pruderie sont typiquement américaines. J'ai vécu aux États-Unis, je sais à quel point c'est différent de ce qu'on a nous. Alors on regarde ça, les images vont très vite, il y a des effets spéciaux, des moyens importants, les actrices sont belles. Puis quand c'est fini, souvent on ne se souvient plus. Au bout d'1 ou 2 ans, qu'est-ce que ça nous a appris? Qu'est-ce que ça nous a apporté? En quoi on a été marqué par cette histoire? En quoi elle a transformé notre façon de sentir? Rien. Alors que quand je lis, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux prendre? Une tragédie de Shakespeare, Jane Onegin, Guerre et paix, enfin des grands livres, hein, ou des livres je pense à un très beau livre du XIe siècle au Japon, un roman, Le Dit du Genji de Murasaki Shikibu. Quand je lis ces livres-là, je les oublie jamais parce que ils décrivent des sociétés différentes de la mienne, mais en abordant des problématiques qui sont des problématiques fondamentales, essentielles, et ils m'ont apporté quelque chose. Donc, je crois que ce qu'il faut qu'on essaye d'avoir en tête, c'est de ne pas être englué dans notre contemporanéité, dans nos tropismes ici et maintenant, mais d'être capable de voir ce qui, dans ici et maintenant, et nos tropismes particuliers, peut toucher les autres. Qu'est-ce qui est intéressant? Quelle est la part d'universel dans ce dont je fais l'expérience? Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse, comme les gens du XVIIe siècle. Je vous remercie parce que je suis absolument d'accord avec vous à propos de ce que c'est que la littérature, la musique et la culture. C'est ce qui forme les idées, qui tient les idées, quelque chose qui tient les idées, voilà. Et je vous remercie beaucoup parce que c'est très grave pour moi, comme aussi prof de littérature, aussi de l'ancienne grecque à l'université. Voilà. Donc, alors, j'espère que le lecteur ukrainien... Si je peux vous couper un instant pour ajouter quelque chose. Vous savez, je crois que la littérature, pendant très longtemps, elle était liée à la morale. Si vous faites de la littérature grecque ancienne, vous le savez, il n'y avait pas de mot de littérature, n'existait pas en français. On disait les belles lettres ou les bonnes lettres. C'est quelque chose qui vous apportait quelque chose profondément, mentalement, psychiquement, intellectuellement. Et puis, au cours du 19e siècle, la littérature est devenue autonome. Mais en devenant un objet à part, je crois que le risque, c'est qu'elle s'est séparée, dissociée de ce que l'on fait tous les jours, de nos préoccupations quotidiennes. Et le risque, c'est qu'elle devienne un ornement de nos vies au lieu d'être sa nourriture première. Voilà. Donc, vous voyez, pour moi, vraiment, la cause essentielle, c'est de rappeler que c'est avec les livres qu'on vit mieux et de manière essentielle. Voilà. Merci, je suis complètement d'accord et j'espère que le lecteur ukrainien va se passionner pour l'histoire que vous avez racontée et j'espère beaucoup de vous voir chez nous en ukrainien et de vous voir comme ça, pas en ligne. Je serai très, très heureuse de vous rencontrer. Merci. Merci à vous. Bonne journée. À vous aussi. À bientôt, j'espère. À bientôt, j'espère moi aussi. Au revoir. Au revoir.